Bon les amis, si je fais des grimaces dans cette vidéo, c'est normal, je me suis fait une entorse au poignet hier, j'ai juste trop mal. Mais bon, j'ai quand même une question pour vous, est-ce que vous êtes prêts pour votre dose de frissons? Et comme à notre habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo contenant 3 histoires d'horreur. Mais avant de démarrer cette vidéo, un grand merci à chacun d'entre vous pour participer à la croissance de la chaîne du Joker. Passez les 4500 abonnés, franchement, un grand merci, ça fait trop plaisir. Et comme à mon habitude, j'ai une question pour vous afin qu'on fasse plus ample connaissance. Et la question que j'ai pour vous, c'est quelle est la dernière vidéo que vous avez regardée sur YouTube? Et il faut jouer le jeu parce que je pense que ça peut être assez marrant en commentaire. Moi, je viens de regarder mon historique et c'est une courte vidéo d'une recette de pâte carbonara fait par un Américain. Alors oui, malheureusement, j'aurais plutôt dû regarder un Italien pour faire des pâtes carbo plutôt qu'un Américain. Mais bon, maintenant que j'ai dit tout ça, à vous dans les commentaires. Et en attendant, moi, je lance la première histoire. La première histoire que je vais vous raconter, c'est celle que Rebecca a vécue sur ChatGPT. Et pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, on est sur de l'intelligence artificielle qui permet à quiconque, à n'importe qui, de poser des questions et d'avoir des réponses, on va dire, plus personnalisées que sur Google. Alors pour maîtriser ChatGPT, ça nécessite quand même plusieurs heures d'entraînement, mais je pense que pour ceux qui savent bien gérer ça et qui ont envie d'apprendre sur ChatGPT, on peut faire pas mal de choses. Mais bon, bref, c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est celle du coup de Rebecca, qui a 17 ans et demi et qui vit chez ses parents. Elle vient d'obtenir son bac, elle est donc très contente, d'autant plus que l'été approche et qu'elle va pouvoir profiter pour partir en vacances l'esprit tranquille. Alors, pas d'oral de rattrapage, donc ça c'est plutôt cool. Et Rebecca précise que ses parents travaillent ensemble dans leur entreprise familiale de construction de piscines. Et c'est une entreprise qui existe depuis 2 générations. Et comme souvent, à l'approche de l'été, ils ont énormément de boulot. Et ça se comprend. Bref, cette année, ils ont eu beaucoup plus de commandes que d'habitude, et ça, Rebecca explique que c'est trop cool. Elle est trop contente pour ses parents, mais que du coup, comme il manquait de personnel, la famille a dû décaler exceptionnellement leurs vacances. Rebecca, qui souhaite tout de même profiter, décide de passer une bonne partie de ses vacances chez sa grand-mère dans le sud de la France. Et en fait, étant donné que ses copines sont toutes parties de leur côté, et qu'elle se retrouve du coup seule pendant la période d'été, elle se dit que c'est l'occasion de passer plus de temps avec sa grand-mère qu'elle ne voit pas souvent dans l'année. Et Rebecca explique qu'en effet, sa grand-mère, elle habite à 3h30 de route de chez ses parents, donc forcément, ils se voient pas assez souvent. On est donc début juillet. C'est le grand départ pour Rebecca qui va donc passer 1 mois chez sa grand-mère. Elle a préparé toutes ses affaires, ses vêtements et son maillot de bain pour profiter au maximum du soleil. Et vous vous doutez bien que sa grand-mère est équipée d'une très belle piscine, étant donné que c'était elle l'ancienne directrice de l'entreprise familiale. Et ensuite, Rebecca explique qu'elle prend également avec elle son ordinateur, outil indispensable pour qu'elle puisse regarder et suivre ses meilleures séries Netflix tranquillement le soir dans sa chambre. On est donc dimanche, en début d'après-midi, ses parents la déposent à la gare et la voilà partie en direction de chez sa grand-mère. Et clairement, Rebecca, elle a trop hâte de changer d'air. Mais il faut savoir que Rebecca, elle est d'un tempérament assez timide et introverti, ce qui fait qu'elle est assez méfiante. Elle appréhende un peu de faire la route toute seule, en train, par peur de faire de mauvaises rencontres. Et certainement qu'elle a dû écouter un peu trop de threads d'horreur. Mais finalement, tout se passe bien et elle arrive après 2h15 de train à la gare où l'attend sa grand-mère. Et à son arrivée, Rebecca est très bien reçue. Elle et sa grand-mère s'entendent très bien, malgré la distance qui les sépare durant toute l'année. La grand-mère de Rebecca lui a préparé son plat préféré, des lasagnes, suivi en dessert d'une belle mousse au chocolat. Bref, elles sont toutes les deux, elles sont trop contentes du début des vacances. Cela fait maintenant 1 semaine que Rebecca profite des vacances chez sa grand-mère. Et tout est top. Elles vont à la plage ensemble, sa grand-mère l'invite tout le temps au resto, ils discutent de tout et de rien, bref, vraiment les vacances cool pour Rebecca. Le seul truc qui manque à Rebecca, et on peut le comprendre, c'est de ne pas rencontrer du monde de son âge pour sortir et faire un peu plus la fête. Mais malgré ça, Rebecca explique qu'elle kiffe quand même, mais que c'est quand même important que vous ayez ce détail pour la suite. On est maintenant lundi soir. Ça fait 7 jours que Rebecca est chez sa grand-mère en vacances. Il est aux alentours de 23h30 lorsqu'elle décide de monter en sa chambre après avoir regardé un film avec sa grand-mère dans le salon. Elle décide d'aller sur son ordinateur et navigue un peu sur le web. Et en surfant sur internet, Rebecca tombe sur un article qui parle de ChatGPT. Et Rebecca se rappelle qu'à son lycée, beaucoup d'élèves en parlaient en disant que c'était vachement cool et surprenant et que l'intelligence artificielle était capable d'apporter des réponses à quasi toutes les questions qu'on lui posait. Bon, moi j'ai testé rapidement et perso, je trouve ça un peu surcoté quand même. Du coup, par curiosité, Rebecca, elle va taper ChatGPT sur Google et clique sur le premier lien qui s'affiche. Elle lui pose du coup un tas de questions qui lui passent par la tête, mais Rebecca est assez surprise car étonnamment les réponses sont assez brèves et on va dire le logiciel est assez long à lui répondre. Et elle se dit que ça doit être sûrement à cause de la connexion internet qui est pas top dans le coin et ne comprend pas trop la hype autour de ce site qui lui semble finalement assez basique. Et tout à coup, le logiciel lui pose à son tour une question
en lui demandant qui elle est. Et ça, Rebecca, elle est assez intriguée, puisque vu ce qu'elle a lu et entendu sur ChatGPT, en fait ChatGPT est censé répondre aux questions et non pas en poser. Et d'ailleurs ça c'est vrai. Mais elle est intriguée et amusée quand même par la situation. Elle est jeune, elle a 17 ans, donc elle se sent pousser des ailes et se prête donc au jeu en répondant à la question. Et très vite une conversation se crée entre elle et ChatGPT. Et c'est assez étrange, d'autant que le logiciel se met même à faire de l'humour et des blagues à Rebecca. Il cherche d'ailleurs à en savoir plus sur Rebecca, ce qu'elle fait, l'âge qu'elle a et l'endroit où elle se trouve. Et Rebecca sur le coup elle est amusée. Comme pour elle parle à un robot, elle lui répond qu'elle est chez sa grand-mère pour passer quelques semaines de vacances. En gros elle lui donne la vérité, elle lui donne le nom de la ville et décrit même l'endroit dans lequel elle se trouve pour notamment avoir des infos sur ce qu'il y a à faire autour. Et moi je vous le dis, mauvais move de la part de Rebecca. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que ChatGPT lui indique plusieurs activités. Mais pas des activités classiques comme aller à la plage, aller au restaurant le plus connu de la ville, le mieux noté de la ville. ChatGPT lui indique plutôt des lieux assez reculés de la ville, ce qui paraît étrange pour Rebecca, qui va mettre du coup de côté ChatGPT et va un petit peu le laisser de côté pour mettre un film et s'endormir. Le lendemain, Rebecca se réveille et profite de la journée avec sa grand-mère au bord de la piscine. Toute la journée se passe bien jusqu'à ce que Rebecca ouvre de nouveau son ordinateur vers 21h30 le soir même. Et là, quelques secondes après avoir ouvert son ordinateur, elle reçoit assez vite une notification de ChatGPT qui demande si elle est encore là. Alors Rebecca est surprise, mais ça l'étonne pas plus que ça. Elle raconte qu'à ce moment-là, elle savait pas à quoi s'attendre du tout avec l'IA, elle savait pas à quoi s'attendre. Donc voilà, disons que ça la choque, mais en fait qu'à moitié. Et là, ça va devenir de plus en plus bizarre, nous dit Rebecca. Car au fur et à mesure qu'ils vont échanger avec ChatGPT, vient un moment où ChatGPT indique à Rebecca que c'est une très jolie femme. Et comme vous, Rebecca elle est perturbée par ce message et lui demande comment il peut savoir. Et là, le logiciel de ChatGPT se vante d'être une IA, donc il voit tout, il sait tout, et donc lui affirme à nouveau que c'est une très jolie femme. Et à ce moment-là, Rebecca commence à trouver la situation vraiment trop creepy, comme si ça passe un petit peu les bornes, mais elle se dit que de toute façon, il peut rien lui arriver, et qu'il s'agit que d'un logiciel, d'un site internet en fait. Sauf qu'avant de un petit peu clôturer la conversation et de mettre ChatGPT à nouveau de côté, ChatGPT lui dit qu'il a envie de regarder un film avec Rebecca, comme la nuit dernière. Et ça, c'est clairement pas normal pour Rebecca. Comment l'IA peut savoir qu'elle a pu regarder un film hier soir? Elle décide de fermer ChatGPT et ne plus jamais retourner dessus. Sauf qu'en voulant faire ça, elle peut lire un dernier message de ChatGPT lui disant « Ne ferme pas la page, je suis là, à quelques mètres de toi, Rebecca ». Rebecca commence à avoir très peur et ça devient de plus en plus réel pour elle. Elle regarde autour d'elle dans la chambre en allant jusqu'à ouvrir les deux placards qui se trouvent dans la pièce, mais bien évidemment, il n'y a rien à l'intérieur. Rebecca redescend en pression, esquisse un sourire et pousse du coup un ouf de soulagement. Elle ferme donc l'ordinateur et va se coucher après cette longue journée. Sauf qu'au moment de se déshabiller pour aller se coucher, elle passe le regard par la fenêtre et elle aperçoit un homme, une silhouette à quelques centimètres d'elle, debout en train de la regarder. Rebecca explique qu'elle a pu voir dans l'ombre un homme d'une quarantaine d'années environ avec un t-shirt noir avec un grand Mickey dessus. Et c'est tout ce qu'elle a pu voir. Rebecca ensuite va avoir l'instinct d'hurler après sa grand-mère, sauf que lorsqu'elle arrive dans la chambre, il n'y a absolument plus personne à travers la fenêtre. L'homme est bel et bien parti, et vous l'aurez deviné, Rebecca et sa grand-mère ont averti la police, et malheureusement comme souvent, pas de suite. Cependant, Rebecca a une explication à tout ça. En fait, en regardant son historique, elle n'était pas sur OpenAI, le site de ChatGPT pour ceux qui ne savent pas. Elle était sur une autre URL qu'elle ne dévoilera pas, bien entendu. Et comment elle a atterri sur ce site plutôt que ChatGPT? Eh bien tout simplement car en tapant ChatGPT sur Google, elle a cliqué sur le premier lien sponsorisé. Il faut bien faire attention à ça car ça ne veut pas dire que c'est le site officiel mais c'est une pub, c'est-à-dire une personne qui paye Google pour afficher son site lorsque les personnes tapent ChatGPT. Du coup, elle est sûre, et nous aussi en passant, que c'était un site pirate qui était contrôlé par l'homme au t-shirt noir devant chez elle. On est sûr qu'il a récupéré toutes les infos qu'a transmis, j'ai envie de dire un peu naïvement Rebecca, même si ça peut arriver à tout le monde de se faire avoir. Mais Rebecca suppose aussi qu'il a pris le contrôle de son ordinateur pour la simple et bonne raison qu'il a su quel film elle avait regardé la veille. Sans compter le fait que lorsqu'elle s'est connectée, elle a reçu presque un message directement du faux ChatGPT. En gros, moralité de l'histoire, faites très attention sur quoi vous cliquez et au pire, retenez bien une règle, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, il faut fuir. Bon, en tout cas, moi j'ai apprécié cette histoire sur ChatGPT, ça montre à quel point il y a encore une fois des personnes qui peuvent être assez tordues, qui veulent prendre le contrôle de votre ordinateur et discuter avec vous pour pouvoir s'immiscer dans votre propre vie. Et maintenant que tout est dit, on va passer à la seconde histoire de cette vidéo. Alors, petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo.
Donc passons tout de suite à la deuxième histoire pour le moins angoissante, et c'est celle de Maxence. Et je vous avoue, j'avais jamais vu une histoire pareille sur YouTube. Maxence, il a 22 ans et suit des études pour faire le métier de ses rêves, c'est-à-dire vétérinaire. Il explique qu'il adore les animaux depuis qu'il est tout petit et que c'est vraiment un rêve pour lui de faire ce métier plus tard. Maxence nous explique que ses parents sont divorcés depuis maintenant 1 an et qu'il vit donc une semaine sur 2 dans la maison de sa mère et de l'autre dans l'appartement de son père. Sa mère vit dans une maison individuelle dans la campagne de Strasbourg. La maison est plutôt grande et se trouve juste à côté d'un champ. Et ça, c'est une information très importante pour la suite, je vous le dis. Et Maxence explique qu'étant en pleine révision pour ses examens, il aime se retrouver là-bas car il est plus au calme que chez son père qui vit en plein centre-ville de Strasbourg. Disons que l'environnement est juste plus apaisant et à vrai dire, il est aussi moins tenté de sortir, ce qui lui permet de se concentrer davantage sur ses révisions quand il est chez sa mère. Et un après-midi, Maxence n'a pas cours et reste chez sa mère pour réviser. Il est donc seul chez sa mère pendant qu'elle est au boulot. Et alors qu'il est sur son ordinateur en train de visionner un court vidéo, Maxence entend un bruit soudain qui l'interpelle. Il diminue alors le son de la vidéo qu'il est en train d'écouter, puis il tend l'oreille pendant quelques minutes. Alors quelques secondes se passent, mais aucun bruit n'intervient de nouveau. Maxence explique que c'est une maison assez ancienne et qu'il arrive régulièrement d'entendre des grincements ou des craquements dans la maison. Il n'y prête donc pas plus attention que ça, sauf qu'au moment où il s'apprête à remettre son casque, il entend clairement une voix au loin. Et justement, Maxence précise que la voix vient d'assez loin et il ne parvient même pas à identifier si c'est un homme ou une femme qui parle. Et sachant que sa maison est assez reculée et que sa mère est censée être au travail, Maxence s'inquiète quand même et décide de descendre voir ce qui se passe, s'il y a quelqu'un ou s'il y a quelque chose qui fait du bruit. Il fouille l'ensemble des pièces de la maison, une par une, en prenant le soin de ne pas faire de bruit, mais il ne trouve rien. Il est un peu dans l'incompréhension car il est persuadé d'avoir entendu quelqu'un parler. Maxence retourne à ses révisions, mais on va dire reste sur le qui-vive. En fin d'après-midi, Maxence décide de s'accorder une petite pause afin de passer un peu de temps avec sa mère qui vient de rentrer du travail. D'autant plus qu'elle part en déplacement dans 2 jours, donc tous les deux en profitent pour passer du temps ensemble. Ils dînent ensemble et organisent une soirée Netflix. 2 jours plus tard, il est environ 18h30 et Maxence est du coup seul chez lui car sa mère est en déplacement. Maxence a déjà pas mal révisé aujourd'hui, donc il s'accorde une pause pour jouer tranquillement à la console. Et après quelques parties, il décide de descendre dans la cuisine pour se faire à manger. Sauf qu'au moment de passer à table, Maxence entend de nouveau une voix. Et je le rappelle, il s'agit d'une maison individuelle au bord d'un champ et en impasse. Il est donc impossible qu'il s'agisse d'un voisin. Maxence se concentre et essaye de percevoir de nouveau le bruit. Et cette fois-ci, il entend de nouveau des bruits, des chuchotements, et il en est sûr, le bruit provient du sous-sol. Maxence est tétanisé, il est seul chez lui, il fait bientôt noir dehors et il pense clairement qu'il y a quelqu'un dans sa cave. Maxence prend donc son téléphone et appelle un ami à lui qui vit à seulement 10 minutes de chez sa mère. Il lui raconte rapidement l'histoire en chuchotant pour ne pas être entendu et lui demande de venir rapidement. Pendant ce temps-là, il essaie de joindre sa mère qui est à l'étranger, mais malheureusement, il ne parvient pas à la joindre. Maxence va alors rester devant la porte du sous-sol plusieurs minutes avant de se faire surprendre par des bruits qui proviennent de la porte. Et fausse alerte pour Maxence, car c'est son ami qui vient de le rejoindre. Ils se retrouvent donc là, tous les deux, face à la porte menant au sous-sol. Maxence réexplique donc rapidement à son ami la situation et afin de rassurer Maxence, il décide d'aller voir ce qui se passe dans le sous-sol. Ils descendent petit à petit les escaliers et Maxence d'un coup va se précipiter pour allumer la lumière qui se trouve juste en bas de l'escalier. Le sous-sol est assez sale en effet parce que depuis que sa mère s'est installée dans cette maison, elle n'a pas eu le temps de s'occuper de cet endroit car sa priorité c'était avant tout l'aménagement et la décoration de la maison. Et même Maxence n'y a clairement mis les pieds qu'une seule fois depuis qu'ils y ont aménagé. Le sous-sol est donc dans un état assez chaotique, il y a quelques cartons, beaucoup de poussière et des toiles d'araignée. Et Maxence et son ami ne sont pas trop rassurés. Il regarde un peu derrière les cartons et là il remarque qu'il y a une porte qui semble condamnée. Ils se regardent tous les deux et l'ami de Maxence décide de vérifier que celle-ci est bien bloquée. Il pousse donc sur la porte et c'est une petite porte en bois et celle-ci en fait s'ouvre très facilement. Maxence est donc terrifié car il réalise qu'il est fort probable que les bruits qu'il a entendus proviennent de derrière la porte. Les deux amis activent donc le flash de leur téléphone pour regarder ce qui se trouve derrière cette porte. Et là ils aperçoivent un long tunnel en briques très sombre. Alors ils sont pas du tout confiants, mais la curiosité est beaucoup trop forte et prend le dessus sur leur peur. Et ce que Maxence nous précise, c'est que c'est très résonnant à l'intérieur. Même le simple fait de marcher dans ce tunnel, ça fait quand même plus de bruit que ce que ça devrait l'être. Et le moindre chuchotement est perçu presque comme un cri tellement ça résonne. Ils avancent donc lentement dans le tunnel et plus ils avancent, plus ils entendent des bruits qui ressemblent à des discussions entre plusieurs personnes. Et ils ont presque fait une centaine de mètres, c'est quand même énorme. Et Maxence et son ami se retrouvent donc maintenant au bout du tunnel
tunnel et sont face à la même porte qu'ils ont trouvée dans leur sous-sol. Et pas besoin de coller leurs oreilles à la porte, ils entendent des personnes discuter comme s'ils étaient vraiment à côté d'elles. Et écoutez bien car on n'aura que très peu d'infos à partir de maintenant. Parce que Maxence explique qu'en regardant à travers les bouts de bois de la porte, il voit 3 silhouettes vêtues de noir complet. Il explique que c'est pas comme s'ils étaient en pantalon noir et en t-shirt noir et puis c'est tout. Non, c'est comme s'ils avaient chacun 3 capes noires. Maxence, en regardant ce qu'il y a dans cette pièce, voit par terre aussi un énorme cochon, égorgé vif, et donc il y a du sang partout à cet endroit-là. Et naturellement, Maxence est choqué et recule d'un pas. Sauf qu'en reculant d'un pas, il percute un caillou et pousse un cri de douleur. Un silence pesant prend donc place, puis Maxence et son ami vont entendre une chose, une parole qui va leur glacer le sang. Ils vont entendre « on est repéré ». Suite à ça, Maxence et son ami prennent la fuite en faisant demi-tour. Ils tapent leur plus gros sprint dans le tunnel qui mène au sous-sol de Maxence. Puis lorsqu'ils passent la porte, ils barricadent celle-ci et remontent à l'étage pour avertir la police. Alors je vous l'ai dit, on ne sait pas grand-chose sur cette histoire, mais elle est intéressante tout de même. Parce que pour le moment, on a donc 2 jeunes qui ont découvert dans leur sous-sol abandonné un long tunnel d'une centaine de mètres qui mène à un autre sous-sol. Et dans ce sous-sol, 3 personnes avec des capes noires sont dedans. Et sans compter le fait qu'il y a un cochon mort aussi étalé sur le sol avec plein de sang. Alors que s'est-il passé? En fait, ce que savait pas la mère de Maxence en louant cette maison, c'est que celle-ci avait en effet un tunnel bien caché dans leur sous-sol, tunnel ayant servi durant la guerre pour pouvoir s'échapper en cas d'attaque. Et c'est là que je trouve ça fascinant en fait. On n'est pas dans l'horreur pour le moment, même si l'explication ensuite bascule directement dedans, mais ça doit être impressionnant de passer dans un tunnel datant d'une des 2 guerres mondiales il y a plus de 100 ans. Et puis, revenons sur la suite, les policiers ont suivi le tunnel et ont ouvert la porte menant à un autre sous-sol d'une maison clairement abandonnée. Et qui du coup, en fait, on va retrouver à plus d'une centaine de mètres de la maison de Maxence, effectivement des ruines qui mènent vers un sous-sol. En revanche, et c'est là le problème, parce que aucune trace des 3 personnes toutes vêtues de noir. Et aucune trace non plus du cochon étalé sur le sol. Il restera seulement des traces de sang sec, ainsi que plusieurs outils regorgeant de sang. Du coup, aucun moyen de prouver ce qu'ils étaient en train de faire là, mais selon la police, les personnes se sont adonnées à un rituel très bizarre dans un endroit abandonné en pleine campagne. Bref, je suis assez déçu tout de même car on a que très peu d'infos, mais c'est comme ça, je peux pas toujours avoir des histoires ultra complètes sur les forums. Enfin, en tout cas, moi je trouvais ça intéressant le fait de partager le fait d'habiter dans une maison avec un sous-sol et un tunnel de plus d'une centaine de mètres qui a été utilisé pendant la guerre, tout simplement. Bref, je vais pas vous laisser là-dessus, moi je suis pas rassasié, j'ai besoin d'une 3e et dernière histoire sur cette vidéo. Bon, maintenant passons à la 3e et dernière histoire de cette vidéo, et je vous le dis, celle-ci, elle va pas vous décevoir. On va suivre l'histoire d'Odile, qui a 35 ans, c'est une agente immobilière dans la région d'Aubervilliers, et qui vit dans une belle maison avec son mari Adrien. Ça fait bientôt 5 ans qu'ils sont mariés, et presque 8 ans de vie commune. Donc déjà, chapeau à eux. Sauf que depuis quelques mois, leur couple bat un peu de l'aile. Alors mince, j'aurais pas dû dire chapeau à eux. Bref, après de nombreuses disputes et de longues discussions à essayer d'arranger les choses, Odile et Adrien décident donc de se séparer. Et en effet, la situation est beaucoup trop pesante pour chacun d'entre eux et ils préfèrent arrêter là avant que cela s'envenime un peu trop. Après avoir pris cette décision, ils l'annoncent donc à leur famille et amis respectifs. Adrien et Odile n'ont pas réellement de rancœur l'un envers l'autre, ils s'apprécient tout de même malgré tout et décident de rester en bons termes pour entre guillemets ne pas ternir leur relation. Et quelques jours après leur annonce, Odile décide d'emménager chez sa cousine à Aubervilliers qui vit toute seule. En effet, sa cousine a elle aussi vécu une séparation récemment, elle est donc ravie de pouvoir avoir un peu de compagnie et de pouvoir échanger avec quelqu'un qui vit la même situation qu'elle. Et c'est vrai qu'après une rupture, on a un peu notre monde qui s'écroule. Donc ça leur fera du bien à tous les deux d'être ensemble. Malgré tout, Odile nous explique que cette situation est temporaire, qu'elle va pas vivre indéfiniment chez sa cousine, mais ça lui laisse quand même le temps de rechercher tranquillement un logement et pas se précipiter. Et par la même occasion, ça permet à Odile de pas cohabiter du coup avec Adrien et d'éviter de créer de nouvelles tensions supplémentaires avec son ex. Elle se rend donc chez elle pour prendre ses dernières affaires et là son ex, Adrien, qui de base était plutôt content de cette décision, enfin c'était un commun accord, et bien il a un comportement assez étrange. Il semble très mélancolique et commence même à parler à Odile des souvenirs qu'ils ont partagés ensemble. Et puis d'un coup, il devient beaucoup plus suspicieux, il demande à Odile si elle va vraiment vivre chez sa cousine et non pas chez un autre homme. En fait, Adrien il a un peu peur de perdre Odile pour toujours, donc il va poser plusieurs questions pour savoir si elle a trouvé quelqu'un d'autre, enfin tout ce genre de questions qui montrent qu'il veut pas forcément acter définitivement la séparation. Odile ne s'attarde pas trop, elle souhaite clairement pas s'engager dans une nouvelle dispute, elle écourte donc la conversation et part avec le reste de ses affaires. Et après il se passe rien, il y a juste Adrien qui envoie des messages assez régulièrement à Odile pour prendre des nouvelles. Et entre parenthèses,
fraises de recoller les morceaux. Mais Odile, elle a clairement besoin d'espace et veut se ressourcer après cette rupture. Du coup, on fait un bond dans le temps. Ça fait maintenant 2 semaines qu'Odile vit chez sa cousine et tout se passe parfaitement bien. Elle ne regrette absolument pas sa décision et se dit qu'elle a fait le bon choix. Elle se sent beaucoup plus apaisée en tout cas et détendue. En plus, ça fait 2 jours que sa cousine est partie en week-end. Du coup, elle profite vraiment pour être un peu seule et pour se retrouver. Et entre-temps, Odile préfère ignorer un peu les messages d'Adrien qui veut pas lâcher l'affaire. Bref, Odile veut juste la paix et prendre du temps pour elle. Et il est vrai qu'Odile n'apprécie pas vraiment le comportement qu'Adrien a avec elle, car depuis qu'elle est revenue chercher ses affaires, il lui envoie des tonnes de SMS et c'est un peu embêtant pour Odile qui veut tourner la page. Bref, il est 19h et tout à coup Odile reçoit un appel d'un numéro inconnu. D'ordinaire, elle ne répond pas à ce type d'appel, mais elle se demande si c'est pas l'agent immobilier qu'elle a missionné pour lui trouver un nouveau bien qui tente de la contacter. Elle décroche donc et demande qui est à l'appareil, mais personne ne va répondre. Odile tend l'oreille mais n'entend uniquement que des bruits de respiration. Et après quelques secondes, elle raccroche et se dit que c'est un faux numéro. Bref, et ça va s'arrêter là pour ce soir. Sauf que le lendemain matin, Odile se prépare pour aller travailler, elle sort de chez sa cousine et au moment de monter dans sa voiture, elle trouve un papier sur son pare-brise. Et sur celui-ci, il est noté « Je ne t'ai pas oublié ». Odile pense naturellement à son ex Adrien et elle ne s'attarde pas sur le message car elle est assez agacée. Elle a l'impression qu'Adrien ne respecte pas du tout son intimité et qu'il la harcèle. En gros, il ne veut pas la laisser tranquille et c'est relou. De plus, elle comprend pas trop pourquoi il lui a pas envoyé un SMS comme à son habitude plutôt que ce papier posé sur sa voiture. Et dans la journée, elle décide d'envoyer un message à Adrien afin de savoir pourquoi il avait laissé ce mot. Et là, c'est assez bizarre parce qu'il lui répond qu'il lui a absolument rien écrit et qu'elle se fait des idées. La conversation s'envenime un peu et Odile clôture la discussion en disant à Adrien que maintenant, il faut qu'il la laisse tranquille et basta. Sa journée de travail se termine, il est tard et Odile rentre chez sa cousine. Et là, elle aperçoit au loin Florian, qui est nul autre que son ex-petite amie qu'elle a eue au lycée. Donc autant dire que ça date d'il y a au moins 15 ans. Et même si leur histoire a été belle, elle s'est mal terminée car Florian, c'est quelqu'un, comme le décrit du coup Odile, d'assez colérique et qui était clairement obsédé par elle. Quand leur histoire s'est terminée et qu'Odile s'est mis en couple avec Adrien, il a tenté à plusieurs reprises de leur mettre des bâtons dans les roues. Donc du coup, autant vous dire qu'Odile, elle a clairement pas envie de revoir ce Florian. Elle décide donc de ne pas lui donner plus d'attention que ça et se dirige directement vers chez sa cousine. Mais son ex Florian ne compte pas du tout être ignoré de la sorte, il se dirige vers Odile et la drague ouvertement. Odile explique qu'elle est fatiguée et qu'elle a juste envie de rentrer chez elle et se reposer, sauf que son ex Florian l'attrape par le bras, met sa main sur sa bouche pour l'empêcher de crier et la force à monter dans le coffre de sa voiture. Florian récupère alors le téléphone d'Odile pour qu'elle évite de contacter la police dans le coffre et Odile se retrouve donc dans le coffre de la voiture de son ex du lycée, Florian. Et rappelez-vous, je vous ai dit qu'Odile était agente immobilière, ce qui fait qu'elle a toujours son téléphone pro et son téléphone perso sur elle. Et Florian a récupéré uniquement son téléphone perso pour s'assurer qu'elle ne contacterait personne depuis le coffre. Odile prend donc son téléphone pro et envoie plusieurs SMS à Adrien pour lui dire qu'elle est en danger et pour lui dire aussi que son ex du lycée, Florian, a débarqué de nulle part et qu'il l'emmène probablement chez lui. Odile a alors le bon réflexe de partager sa position avec Adrien qui lui promet que tout se passera bien. Adrien pendant ce temps va contacter la police pour dire que la situation est urgente et qu'il faut intervenir au plus vite pour son ex-femme Odile. Odile quant à elle, elle est en panique, son ex du lycée Florian, lui se gare, bande les yeux à Odile, puis l'emmène dans une sorte d'appartement ou de maison. Odile explique qu'elle ne voit rien mais qu'à ce moment-là, elle sait qu'elle est attachée à une sorte de lit pendant que Florian commence à la toucher et profiter d'elle. Les secondes paraissent donc des heures pour Odile qui tente de se débattre mais elle ne peut presque rien faire contre Florian. Odile est à 2 doigts de vivre le pire car elle entend crier à la porte. Elle peut reconnaître la voix de plusieurs hommes dont celle d'Adrien. L'action ensuite se passe très vite car plusieurs policiers vont entrer dans la maison et maîtriser comme il se doit Florian. Adrien arrive sur Odile qui lui ôte son bandeau des yeux et à sa grande surprise, lorsqu'elle va ouvrir les yeux, elle a pu voir un mur de la maison qui est plein de photos d'elle prises à son insu, dont d'ailleurs plusieurs photos de son mariage avec Adrien. Et Odile nous précise bien sûr, même si on le savait, qu'il était bien sûr pas convié. Bref, triste histoire pour Odile qui a vu son ex du lycée refaire surface dans sa vie après avoir appris leur séparation avec Adrien. Odile remercie à jamais Adrien d'avoir été là pour elle alors qu'elle ne répondait même plus à ses messages. Et elle explique aussi qu'il lui a littéralement sauvé la vie ou qu'il lui a épargné au moins d'une agression plus que dégueulasse. Et cette agression, aussi terrible soit-elle, a permis tout de même à 2 amoureux de se donner une seconde chance par la suite et ça c'est la partie cool du thread. Parce qu'effectivement, Odile et Adrien, après avoir vécu tout ça, se sont davantage rapprochés et ils ont pu recoller le morceau et franchement, trop cool. Quant à Florian, j'ai oublié d'en parler, mais lui, il n'a jamais vraiment oublié Odile et c'est lorsqu'il a appris qu'ils n'étaient plus ensemble avec Adrien qu'il a complètement vrillé. Une plainte a évidemment été déposée et il sera jugé très prochainement selon la police
pour viol avec préméditation. Bon les amis, sur ce, c'est la fin de cette vidéo et autant vous dire que cette histoire elle fait froid dans le dos. En tout cas, si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, bisous.